Les astéroïdes ne datent pas que des dinosaures, on s'en souvient encore. En Sibérie, une forêt s'est couchée d'un coup, sauf en son centre, où des arbres sont restés debout. Plus loin, en Extrême-Orient russe, le fer est tombé du ciel. Un matin, une traînée blanche a flotté 2 minutes au-dessus d'une ville, avant que l'onde de choc ne frappe ceux qui la regardaient. Le ciel qui a déchiré la Sibérie. Juin 1908. Dans un comptoir perdu de la taïga sibérienne, un homme comme Semyon Semenov s'apprête à vivre, sans le savoir, l'événement de la Tunguska. Le ciel du nord s'embrase soudain d'un blanc bleuté, et la chaleur le frappe avant même que l'onde de choc n'arrive. Semenov racontera plus tard avoir vu le ciel se fendre en deux, tandis que le feu gagnait déjà la forêt. À une quarantaine de miles du centre, l'onde le soulève et le projette violemment hors du porche. Léonid Kulik n'atteint la zone dévastée qu'en 1927, presque 20 ans après les faits. Il trouve des arbres abattus vers l'extérieur, sur près de 800 miles carrés, soit les 3/4 de l'état de Rhode Island. Près du centre, certains troncs restent debout, dépouillés de leurs branches, comme des poteaux télégraphiques. Pas de cratère. La cause est ailleurs. Une explosion aérienne, une déflagration survenue dans l'atmosphère plutôt qu'au sol. Les modélisations de la NASA situent le souffle vers 6 miles d'altitude, entre 10 et 20 mégatonnes, avec près de 80 millions d'arbres couchés. Ce cratère absent fait partie de la réponse. La Tunguska a frappé depuis les hauteurs, loin au-dessus du sol de la forêt. La nuit de fer. Le 12 février 1947, une lumière d'hiver couvrait l'extrême-orient russe quand une boule de feu d'un éclat intense traversa le ciel diurne au-dessus des monts Sykotalin. Des témoins virent une traînée de fumée sombre, longue d'environ 20 miles, qui persistait bien après l'éclair. Le corps entrant se fragmenta à plusieurs reprises sous la pression atmosphérique, et cette masse de fer se transforma en une pluie de météorites, répandue sur plusieurs miles carrés de taïga. Sous cette trajectoire, l'échelle change complètement. Au sol arrivent des dizaines de milliers d'éclats de fer, des plus infimes jusqu'à des masses assez lourdes pour creuser des cratères, là où l'on attendrait un objet unique. Les chercheurs, dirigés par Yevgeny Krinov, recensèrent ensuite des dizaines de cratères majeurs et une multitude de fosses plus modestes, le plus grand mesurant environ 98 pieds de diamètre. Plus de 50 000 livres de matière furent récupérés. Le plus gros fragment intact pèse environ 3800 livres, soit le poids d'une berline, et il est exposé au musée minéralogique Fersman à Moscou. La surprise tenait au champ de cratère lui-même. Un seul corps venu de l'espace s'était mué, avant que le sol ne puisse l'arrêter, en un bombardement de fer dispersé. La roche qui a rebondi sur Terre. Le 10 août 1972, à Jackson Lake, dans le Wyoming, James M. Baker fixe sur la pellicule une traînée intense qui domine les montagnes Teton, venues de l'Utah et filant vers le nord, en direction du Canada. D'autres témoins la filment. Au bord du lac, sous un ciel bleu d'après-midi, l'objet ne tombe pas, il traverse le ciel. Les astronomes parlent d'un rasant, un météoroïde qui s'enfonce dans la haute atmosphère selon un angle si faible que la courbure de la Terre se dérobe sous lui. Il approche la surface à environ 56 km, soit près de 5 fois l'altitude de croisière d'un avion de ligne, avant de remonter vers l'espace. Sa traînée lumineuse reste visible sur un long trajet diurne, des États-Unis jusqu'au Canada. Des années plus tard, Zdeněk Seplecha reprend la trajectoire et conclut que le passage a arraché une grande partie de la masse du corps, tout en modifiant son orbite. Une roche venue de l'espace était entrée dans l'atmosphère terrestre, avait perdu matière et vitesse, et repartait pourtant sans jamais toucher le sol. Le cratère qui empoisonnait le village. Près de Caracas, dans les hauteurs péruviennes, le 15 septembre 2007, une météorite pierreuse traverse l'atmosphère selon une trajectoire inhabituellement profonde et frappe le sol avec assez de force pour creuser un cratère d'environ 13 mètres de diamètre, à peu près la longueur d'un autobus scolaire. Les premiers témoins décrivent une eau boueuse qui bouillonne dans le trou et une odeur âcre autour du site. Ceux qui s'approchent avec la foule ne voient rien venir. Bientôt viennent les maux de tête, les nausées, les vertiges, les vomissements, tandis que la rumeur enfle d'une radiation venue de l'espace. Les mesures ne révèlent aucune radioactivité. La météorite n'est qu'une chondrite ordinaire, une roche spatiale parmi les plus communes. Le mal, lui, résiste à l'explication. Les autorités péruviennes évoquent des gaz relâchés par le sol, et la possibilité que la chaleur de l'impact ait perturbé des eaux souterraines chargées d'arsenic. Les tests confirment un taux d'arsenic élevé, sans jamais établir clairement le lien avec les malaises. L'impact, lui, ne fait aucun doute, rare pour un objet si petit. Le mécanisme empoisonneur reste bien moins certain que ne le laissaient croire les premiers titres. Mais une question plus vaste demeure. Si un simple caillou peut ainsi semer la panique dans un village,
Que se passerait-il si le ciel laissait tomber quelque chose de bien plus gros sans prévenir personne? Le matin des deux pierres. Le 15 février 2013, au matin, un éclat plus vif que le soleil déchire le ciel de Tcheliabinsk, en Russie. Des caméras de bord, disséminées dans toute la région, en fixent la trace. Une traînée blanche demeure suspendue au-dessus de la ville. Elle attend. Pendant près de 2 minutes, rien ne se passe. Sinon, cette attente. Près d'une fenêtre, la lumière donne l'illusion trompeuse que le danger est déjà écarté. Puis les vitres explosent vers l'intérieur, sur des centaines de miles carrés. L'astéroïde s'est désintégré à environ 22 km d'altitude, libérant près d'une demi-mégatonne d'énergie, soit l'équivalent de 35 bombes d'Hiroshima. Plus de 1500 personnes sont blessées, surtout par des éclats de verre. Environ 7300 bâtiments sont endommagés. Ce jour-là, pourtant, les astronomes gardaient les yeux fixés sur un autre astéroïde, 2012 DA14, dont le passage sans danger était annoncé à la même date. La NASA le confirmera plus tard. Les deux objets suivaient des trajectoires totalement indépendantes, sans le moindre lien entre elles. Tcheliabinsk a donc frappé sans préavis, précisément alors qu'un autre astéroïde proche de la Terre faisait l'objet d'une surveillance attentive. L'événement marque un tournant pour la défense planétaire. 3 ans plus tard, la NASA crée le Bureau de coordination de la défense planétaire, chargé de détecter ces menaces, de les suivre et d'y répondre. Une chance sur 37. En juin 2004, à Kitt Peak, les astronomes Roy Tucker, David Tollen et Fabrizio Bernardi découvrent l'astéroïde 2004 MN4. Retrouvé en décembre, l'objet fait l'objet de nouvelles mesures qui portent la probabilité d'un impact avec la Terre en 2029 à 2,7%, soit environ une chance sur 37. Le calcul de risque publié change presque à chaque nouvelle observation, au fil des jours. La probabilité grimpe assez haut pour déclencher une vague d'attention publique. Puis des chercheurs de Spacewatch retrouvent 3 clichés faibles pris le 15 mars, des mois avant la découverte officielle. Ces images allongent l'arc d'observation, la période sur laquelle la position de l'astéroïde a été mesurée, d'environ 3 mois. Grâce à cet arc plus long, l'incertitude se resserre assez pour écarter, le 27 décembre, l'impact prévu pour 2029. Mais un autre danger se profile déjà, plus loin dans le temps. L'astéroïde reçoit le nom d'Apophis. Il mesure environ 1100 pieds de diamètre, à peu près 3 terrains de football mis bout à bout. Sa trajectoire, elle, n'a jamais changé. 3 vieux clichés ont modifié ce que l'on savait de son passé, et ce passé recalculé a changé son avenir. Le rocher annoncé. Le 6 octobre 2030, Richard Kowalski scrute le ciel depuis l'observatoire du Catalina Sky Survey, en Arizona. Il repère un petit objet qui traverse le champ d'étoiles à vive allure. Les calculs d'orbite tombent vite. La chose entrera dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Soudan dans une vingtaine d'heures. C'est 2008 TC3, premier astéroïde jamais détecté avant de frapper la Terre. Et l'objet approche encore quand plus de 800 mesures de position viennent affiner sa trajectoire. Cette nuit-là, dans le cockpit d'un Boeing 747 de la KLM qui survole le Tchad, la prédiction cesse d'être un chiffre sur un écran. Le commandant Ron de Porter et son copilote Cohen Van Uden savent où regarder. Ils voient l'horizon s'embraser, exactement à l'heure annoncée. L'astéroïde se désintègre à environ 37 km au-dessus du Soudan. Des équipes retrouveront plus tard des fragments de météorites dans le désert de Nubie. 20 heures. À peine la durée de 10 films de 2 heures mis bout à bout. Et cela a suffi pour désigner le lieu et l'instant exact. Pour la première fois, un objet céleste s'écrasait sur un horaire calculé avant même son entrée dans l'atmosphère. L'astéroïde Immobile. Le 24 juillet 2019, des astronomes amateurs de l'observatoire brésilien SONEAR repèrent un astéroïde à peine quelques heures avant son passage le plus proche de la Terre. Baptisé plus tard 2019 OK, l'objet mesure entre environ 60 et 120 mètres de large et frôle l'autre planète à quelques 64 000 km, soit près d'un cinquième de la distance qui nous sépare de la Lune. Il suffit de regarder un cliché pris plus tôt pour comprendre le problème. D'ordinaire, un chasseur d'astéroïdes repère un rocher proche parce qu'il se déplace visiblement devant le fond étoilé. Mais la géométrie de son approche donnait à celui-ci une allure quasi immobile, jusqu'au tout dernier jour. Son orbite très elliptique n'offrait en plus qu'une fenêtre étroite pour une détection depuis le sol. La NASA a évoqué, plus tard, une série de malchances. La pleine lune, un temps maussade au-dessus des observatoires hawaïens et la mousson qui paralysait ceux de l'Arizona. Quand l'astéroïde a enfin révélé son mouvement, il ne restait plus que 5 heures avant le passage. L'échec de la détection tient donc à autre chose qu'à la seule obscurité. Pendant presque toute son approche, l'objet bougeait trop peu dans le ciel pour trahir sa présence. Le jour de la riposte.
Le 26 septembre 2022, la sonde DART de la NASA fond sur Dimorphos, la petite lune qui tourne autour de l'astéroïde Didymos, une cible large d'environ 1,5 terrain de football. La vitesse d'approche dépasse 14 000 miles à l'heure, et la caméra embarquée envoie vers la Terre des images de plus en plus précises. Dans la salle de contrôle, l'équipe regarde la dernière transmission. La surface rocheuse envahit soudain tout le cadre. À 7 miles de distance environ, DART transmet une image complète, puis commence à en envoyer une autre. Seule une partie de ce dernier cliché parvient jusqu'à la Terre avant que le signal ne s'éteigne au moment même de l'impact. Ce silence-là vaut confirmation. Les observations qui suivent montrent que Dimorphos bouclait désormais chaque orbite autour de Didymos environ 33 minutes plus vite qu'avant. DART venait d'agir comme un impacteur cinétique, un engin qui modifie la trajectoire d'un autre corps par sa seule masse et sa vitesse, sans aucun explosif. Depuis des décennies, la culture populaire imaginait la défense planétaire sous la forme d'armes nucléaires et d'équipages au bord du désespoir. Ce test a montré un mécanisme plus discret. Une collision visée avec précision a modifié de façon mesurable l'orbite d'une lune d'astéroïdes. La défense planétaire venait de quitter le terrain des prédictions pour devenir une expérience réellement menée par des humains.